If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Avec Dipesh Chakrabarty, nous envisageons l'Anthropocène comme un lieu de convergence entre histoire humaine et histoire naturelle. Bonjour Dipesh Chakrabarty. Bonjour. Vous êtes un historien indien actuellement établi à Chicago. Vous vous êtes fait connaître comme un initiateur de la pensée décoloniale avec votre essai Provincialiser l'Europe. Et votre dernier ouvrage majeur, après le changement climatique, Penser l'histoire, vient d'être publié dans sa version française et se voit nommé pour le prix du livre Environnement 2023. Alors pouvez-vous revenir sur votre parcours personnel et intellectuel ? Comment, en tant qu'historien, êtes-vous venu à étudier la question du réchauffement climatique ? Cette question, elle m'est venue par surprise. J'ai évolué en tant qu'historien anticolonial, postcolonial, et j'étais principalement préoccupé par les droits humains, les droits à l'autodétermination des nations, les combats contre le racisme, contre les inégalités de genre, contre la pauvreté. En fait, je m'intéressais à toutes les questions humaines du XXe siècle. Et comme vous le savez, le GIEC a été créé en 1988. En tant qu'historien humaniste, je n'y pensais pas. Jusqu'en 2003, en fait, quand il y a eu un méga feu dans et autour de Canberra, la capitale de l'Australie, où je réalisais alors ma thèse et où j'évoluais pour tomber amoureux de la ville et puis des espaces naturels environnants qui constituent ce qu'on appelle le bush australien. Et à ce moment-là, beaucoup de ces spots de nature ont été totalement brûlés. Puis aussi beaucoup d'animaux sauvages sont morts. Moi, je visitais l'Australie chaque année et j'aimais beaucoup me rendre dans ces endroits naturels. Et je ne pouvais pas croire en ces dévastations. J'étais bouleversé vraiment par cette perte de nature, en deuil. Et donc j'ai commencé à demander à mes amis australiens, mais est-ce que c'est à cause de la sécheresse ? Et ils m'ont répondu, mais ça n'est pas une sécheresse ordinaire, ça c'est le changement climatique. Cette sécheresse, elle existe depuis 10 ans. Et c'est là que j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que c'est que le changement climatique ? Et j'ai commencé à me documenter sur ce phénomène. Et mon premier choc intellectuel, en fait, le choc de l'Anthropocène, ça a été de découvrir que les scientifiques du climat, eh bien, ils disaient simplement que l'être humain était devenu un agent géologique et même une force géologique. Alors, vous savez, moi, je connaissais les volcans comme force géologique, je connaissais les continents comme force géologique, je connaissais les tsunamis comme force géologique. Je connaissais les frappes d'astéroïdes comme force géologique. Mais les humains, comme une force géologique, moi j'étais choqué. Alors j'ai compris à ce moment-là que les humains, avec leur population, leur technologie, leur niveau de croissance, consommation, avec l'industrialisation croissante, y compris des autres formes de vie, les porcs, les bovins, le poulet et désormais les poissons et même certaines bactéries. J'ai compris qu'on avait un impact sur la planète en termes de perte de biodiversité similaire finalement à une frappe d'astéroïdes. Et c'est là que j'ai réalisé pour la première fois qu'on était une force géologique. Et puis j'ai compris que l'histoire humaine et l'histoire naturelle, par conséquent, étaient devenues un seul et même mouvement. Donc il y a cet événement anthropocénique que vous avez vécu et ces échelles de temps qui viennent se bousculer entre elles, le temps de l'histoire humaine qui se voit percuté par le temps géologique et biologique. Est-ce que c'est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité ? C'est une situation inédite. Habituellement, l'histoire humaine elle avance avec l'hypothèse que les montagnes, que les rivières, que les océans, c'est un décor en fait. Mais aujourd'hui, l'arrière-plan,
c'est devenu le premier plan. Donc soudainement, on provoque des tremblements de terre, on provoque l'extinction d'espèces. Et donc là, on peut se dire qu'il s'agit d'un des rares moments de l'histoire de la planète où une espèce biologique provoque des extinctions d'espèces, change la nature du système Terre, comme les courants marins, par exemple, pourraient le faire. Tous les humains, évidemment, ne sont pas pareillement responsables, hein, mais c'est notre civilisation dans son ensemble, la civilisation capitaliste consumériste, qui désormais interagit avec de nombreux processus à très grande échelle. Et donc vous écrivez: il nous faut mettre le temps géologique et le temps biologique de l'évolution en conversation avec le temps de l'histoire et de l'expérience humaine. J'y reviens. Est-ce qu'on peut dire que c'est la discipline même de l'histoire et le métier même de l'historien qui se voit ainsi transformé par ces concordances de temps historiques? C'est pourquoi le livre en anglais a été publié sous le titre de The Climate of History. Parce que le changement, il n'est pas seulement climatique, il s'opère aussi dans le climat de ma discipline à moi, c'est-à-dire le climat de l'histoire. Donc, est-ce qu'on peut dire que le réchauffement climatique nous oblige en quelque sorte à sortir des carcans disciplinaires et adopter une forme de pensée plus complexe? Oui, bien sûr. Et au-delà de la pensée complexe, il nous faut penser la complexité. Quand je travaillais, moi, sur l'histoire humaniste, j'étais toujours à la recherche d'une cause finale. Donc, par exemple, je pensais que le capitalisme, c'était à chaque fois la cause finale. Mais quand vous pensez au système Terre, et puis à notre appartenance à ce système Terre, vous pensez à ce que Deleuze ou Latour appellerait la causalité multiple. Donc il n'y a pas une seule et unique cause finale. Désormais, en fait, il y a de multiples facteurs qui interagissent et qui causent ce changement. Et bien sûr, on ne peut pas tous les contrôler, et c'est bien ça le problème. Je disais que les historiens sont amenés à aller piocher dans la discipline du climat. Est-ce que les climatologues et les paléoclimatologues sont désormais amenés à avoir un statut d'historien? Oui. Et quelqu'un comme Jan Zalasiewicz est un très bon exemple de cela. C'est un géologue. Mais il parle exactement de ce que les historiens appellent la grande accélération. Donc le fait que tout s'est déroulé lors de ces 70 dernières années et à une vitesse sans précédent. L'expansion de la population humaine, l'expansion du bétail, des cochons, du poulet, l'expansion rapide des émissions de gaz à effet de serre, de l'acidification des océans. Vous voyez, les processus géologiques et humains, eh bien, ils se produisent ensemble et ils se percutent. C'est donc une époque où les processus géologiques, qui s'inscrivaient dans le long terme auparavant, se mélangent désormais avec des processus humains. Et donc les décisions humaines se mettent à impacter la planète à long terme. Et évidemment, en retour, les changements planétaires nous impactent, nous, humains, à long terme. Alors, vous l'avez cité dès le départ, le concept d'anthropocène que vous analysez largement tout le long de cet ouvrage. Donc, l'anthropocène, c'est une proposition d'époque géologique marquée par l'influence significative des activités humaines sur la Terre. En quoi l'anthropocène est une notion clé pour l'historien que vous êtes et nourrit vraiment votre réflexion, votre travail, alors que c'est une notion qui est encore discutée dans la communauté scientifique? J'ai utilisé ce concept dès le début de mon travail parce que l'anthropocène signifie vraiment qu'on a inventé une époque géologique qui est marquée par les activités humaines. L'idée de l'anthropocène, en phase avec la planète, avec la planétarité donc, c'est ce qu'on appelle le système Terre.
En tant was to qu'historien, name the period we are in. moi j'étais surtout Because en the train d'essayer de consensus nommer la période last qu'on century traverse. was Parce que d'après le that consensus we're général, globalized. le siècle We're dernier in a a été celui global de la age. globalisation And as a et l'âge du historian, global. I Mais began moi, to en say tant no. qu'historien, We are transitioning je to a commence à dire non, on planetary arrive age. désormais à We are no l'âge, longer just pas du global, mais global. du Because the planétaire. global On n'est period plus was seulement global, humanocentric, la globalisation, elle a été anthropocentric. It was a anthropocentrique. story about humans alone. C'est l'histoire Now des it's a humains. story of humans and the planet. And the planet Aujourd'hui, means l'histoire des humains, c'est the l'histoire de la geological planète, et la planète, processes elle and the implique des biological processus processes géologiques et that biologiques create the life support system of the qui planet, créent un allows to système vital support de planet, planète. to support life. We are impacting that Et nous, system on impacte that ce supports life. système. So we are creating danger for Donc ourselves. on crée du danger pour So nous-mêmes. whether the Anthropocene idea L'idée becomes formalized or d'anthropocène not, whether reste geologists accept it or not, débattue peut-être par les géologues. that is debatable. But the fact that we have become planetary On arrive sans aucun doute tout de même à and l'âge our du impact is a planétaire. fact. Ça, So I c'est decided un to stay fait. with the idea of Et Earth c'est pour system, ça que planet. j'ai décidé de So I m'appuyer sur started cette with idée du Anthropocene. système Terre, As a historian, I thought de planète, de that we are planétarité, in a plutôt planetary que de age is globalisation. something I can justify L'âge du planétaire, as a historian c'est un fait que with je my peux training. justifier en tant qu'historien avec ma Right? formation. And the other problem is that Anthropocene, if Et it's si l'idée accepted, d'anthropocène est officiellement acceptée, that period may go on beyond human on sait existence. pourtant que cette I période, mean, elle pourra humanity durer may not au-delà de exist l'existence another humaine. 10,000 years or 12,000, L'humanité pourrait ne 20,000 plus exister years. dans But 10 000 ans, Anthropocene will remain. mais on sait très bien que l'anthropocène restera. Et dans quelle mesure l'hypothèse géologique de l'Anthropocène nous oblige aussi à établir des liens avec l'histoire du capitalisme industriel? Ça, c'est quelque chose d'important pour vous. It is. Oui, And there I think it is not l'anthropocène, c'est le only résultat du capitalism. capitalisme, mais It's the pas seulement. desire for modernization. C'est aussi le résultat du Because it is désir not de only what modernisation. Parce qu'il capitalists have ne done, s'agit it is pas also seulement what de ce qu'ont fait les governments do. capitalistes, Building roads, mais aussi ce qu'ont fait les building gouvernements. dams, Ils ont construit des routes, des barrages. creating all the background Ils institutions ont créé toutes les that institutions capitalism needs. dont le capitalisme il avait So a lot besoin. of deforestation Donc la is déforestation, par because of exemple, road building by governments. elle est grandement liée Not aussi there's à des mining by routes capitalists, créées but par there's les also road gouvernements. building by governments. Certes, il y a And if l'exploitation you look minière at du China, capitalisme, mais India, il y a aussi des routes people say construites that par les this gouvernements. process started Quand on regarde l'expansion from de la Chine et de l'Inde, par the end exemple, of ce 17th processus, il a commencé à beginning of partir de la fin du 18th XVIIe siècle et du début du So the XVIIIe. world was Et à ce going moment-là, for le monde était modernization, parti pour la modernisation, technological modernization. la modernisation And I think technique. that Et je process pense que ce processus, eventually has led to this eh bien, situation. il a éventuellement mené à cette So situation. yes, I mean, capitalism is part of that. Tout ça but pour dire an que oui, important part of le that. capitalisme a eu un rôle prépondérant. Mais la critique, c'est ce que vous venez de dire, de l'histoire du capitalisme et des injustices qui y sont liées, n'est pas suffisante pour expliquer l'Anthropocène, que l'on pourrait aussi alors appeler Capitalocène. Capitalocene, you could call it Capitalocene. Vous The pouvez problem, appeler cette I époque think, le is capitalocène, mais big le difference problème, between c'est qu'il y a Capitalocene une and grande Anthropocene. différence entre in Anthropocène my et understanding is Capitalocène. this, that people who think of capitalism, they think of Avec le capitalism as capitalocène, les gens the pensent que le final capitalisme est la cause, cause finale, the ultime, ultimate driver. So they et have qu'il n'y a one qu'une seule cause cause pour explaining expliquer la totalité du problème. And what it does is kind of it folds Pour moi, ça planetary trompe l'histoire de la back into the planète history of capitalism. et ça And I'm la saying renvoie it is capitalism. uniquement à l'histoire du capitalisme. Plus, it is also the desire for capitalism. Et moi, je pense que la cause du problème, Right. c'est effectivement So le the theory of capitalisme, capitalism mais does c'est not aussi explain the le desire for désir que capitalism. nous avons forgé pour le capitalisme. And then it is how the planet reacts. Le problème, c'est donc de savoir comment la planète things réagit aux revealed choses out que of l'on the construit, desire. animée If you look par at ce the history désir of de China and capitalisme. India, Et encore une fois, si vous regardez l'histoire de India la Chine et becomes de l'Inde, independent in 1947. l'Inde, elle est devenue China indépendante becomes en a new nation in 1947 et la Chine, elle est The devenue problem une the nouvelle both nation en face 1949. is hunger Ces pays, ils ont dû faire face au problème de la and faim, famine and food. de la famine. So their first desire Donc to leur premier modernize désir de modernisation, is to make sure that the Chinese people and the Indian il est people lié had à enough la food. sécurité alimentaire de la That's why they get population. interested in green revolution, Et c'est pourquoi ils se in sont intéressés à la agricultural révolution reforms, verte, in industrial aux réformes de reforms, l'agriculture, right? And de that l'industrie. desire to live well, C'est ce désir de that vivre desire bien, to de live vivre longer, plus longtemps, that is part of the qui a story. fait l'histoire de ces And you pays. can't blame that on capitalism. Vous ne Capitalism pouvez has pas blâmer le extended human capitalisme life pour cela. more than doubled it Le capitalisme, over the last 200 years. il a permis de multiplier par Average 2 la human population humaine lors des 200 dernières Longevity années. used to be like 30 years La in the longévité 18th moyenne au century. XVIIIe siècle, c'était 30 ans. And we now live for 70 On vit years, maintenant more 70 than ans. double.
Évidemment qu'il y avait un désir pour arriver à cela, et que ça ne passe pas que par le capitalisme. Mais le capitalisme a aussi permis une extension des inégalités. C'est vrai. C'est pourquoi le capitalisme a créé un phénomène de pauvreté de masse. Mais c'est aussi parce que vous pouvez, avec le capitalisme, sustenter la masse. Les masses doivent vivre assez longtemps pour générer de la pauvreté de masse. C'est une contradiction, en fait. Le capitalisme, il nous a permis de prolonger la durée de vie de nos pauvres, et par là, il a créé une pauvreté massive. On revient à cette notion de pensée complexe. Alors on va revenir aussi à des notions historiques, puisque pour le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, l'Anthropocène a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'invention de la machine à vapeur. Et pour d'autres chercheurs, il est à mettre en parallèle avec la grande accélération, comme vous le disiez, des années, de ces 70 dernières années. En quoi est-ce important, ou pas d'ailleurs, de dater le début de l'Anthropocène ? C'est devenu important pour moi pour des raisons idéologiques. Pour les géologues, c'est devenu important pour des raisons scientifiques. Certains géologues, par exemple, disent qu'il faut dater l'Anthropocène à partir du moment où nos ancêtres ont pu contrôler le feu. Parce que c'est la première fois qu'un animal avait plus d'énergie disponible que ce que produisaient ses propres muscles. Ils appellent ça the Engine Anthropocène. Et puis William Rudman de l'université de Princeton a avancé que l'Anthropocène remontait à l'invention de l'agriculture, donc il y a 11 000 ans. Et si vous acceptez ces arguments scientifiques, alors l'argument du capitalisme seul comme cause s'affaiblit. Et certaines personnes en faveur du capitalisme, en faveur de la thèse du capitalisme, disent justement que non, l'Anthropocène, il a commencé avec l'expansion de l'Europe. D'autres encore, certains géologues, sont pour dater l'Anthropocène à partir de 1950 et de la grande accélération. Et c'est vrai que moi, en tant qu'historien, je trouve que les courbes de la grande accélération sont des courbes que les historiens peuvent traduire. Elle montre que la population humaine ne fait que croître avec l'augmentation de la longévité humaine, de l'urbanisation. À ce moment-là, 87% des combustibles fossiles qu'on a consommés l'ont été après 1950. C'est à peine croyable. Si les combustibles fossiles sont vraiment responsables, eh bien alors ça veut dire que cet Anthropocène il commence après 1950. Si un ensemble d'éléments a contribué au réchauffement climatique, moi je trouve que la grande accélération reste un phénomène historique incontestable. Alors vous terminez votre livre par une invitation à la révérence, à la sagesse, à la responsabilité et à l'éthique. C'est donc pour vous notre rapport spirituel à la Terre qu'il nous faut changer ? Oui. Bien sûr, selon les disciplines, vous pouvez adopter différentes postures. Si vous êtes un ingénieur, par exemple, vous allez vous dire oui, je peux faire ça. Si vous êtes un physicien, vous allez peut-être devenir un peu sûr de vous, de votre compréhension des choses et du cosmos. Si vous êtes un géologue ou un biologiste de l'évolution, vos disciplines, elles vous apportent de l'humilité. Parce que vous réalisez que l'espèce humaine, elle est arrivée très tard et que la planète, elle n'a pas attendu notre arrivée. Moi, j'ai trouvé le mot référence par le travail d'un géologue qui invitait à cette attitude par rapport à la planète, la révérence. Et moi, j'ai réalisé que ce mot, révérence, n'est pas un mot géologique, c'est un mot théologique, qui est chargé de connotations religieuses, de spiritualité. Donc même un géologue pense qu'il nous faut renforcer notre rapport spirituel au vivant et à la planète. Et ce que je me dis, c'est que l'histoire de nos technologies et de notre urbanisation aujourd'hui plus de la moitié de la population vit en ville. Ces histoires, elles nous ont fait oublier à quel point on dépend des pluies, on dépend des saisons, comme chaque personne aborigène, indigène peuvent le savoir. Ces histoires, elles nous ont fait oublier notre connexion à la planète. Et la crise planétaire, elle nous rappelle chaque jour qu'on a besoin d'être connecté à cette planète. Et qu'on a besoin d'une civilisation qui soutient, qui incarne
ce sens de la relation à la Terre. Alors certes, on peut construire des villes, on peut construire des technologies, mais on ne peut pas se permettre jamais d'oublier notre appartenance à cette planète, que l'on évolue grâce à d'autres formes de vie, et que l'extinction des espèces, eh bien, ça signifie l'extinction de notre espèce. Mais ce changement spirituel prend du temps long. Est-ce qu'il est compatible, est-ce qu'on peut l'accorder, vous pensez, avec le temps court de l'urgence climatique ? C'est très difficile à faire. On doit d'abord accepter cet état de transition. Et on doit apprendre à vivre avec ce processus de transition. On ne sait pas où on va atterrir. On connaît les dangers. Je crois que tout le monde doit désormais surtout les appréhender. Et puis après, bien sûr, on fait face à des conflits humains, des différences, des inégalités. Et on doit négocier avec ça. Et ce que j'espère avant tout, c'est qu'on comprenne notre appartenance à la planète. On est en train de s'acheminer vers une autre forme de civilisation. Alors on doit faire en sorte que les pauvres n'aient pas à payer le coût de cette transition. Parce que les pauvres contribuent évidemment bien moins aux dangers auxquels on fait face que les personnes privilégiées, à savoir les Européens, puis les Japonais, la nouvelle classe moyenne des pays d'Asie et d'Afrique aujourd'hui. Cette année, le PIB total des pays du Sud global a été pour la première fois supérieur au PIB total des pays du Nord global. En un sens, l'Anthropocène devient l'Anthropocène du Sud global, avec une population plus nombreuse et avec plus de gens aisés. En tout cas, la responsabilité, elle repose entièrement sur les personnes privilégiées de cette terre, à savoir à peu près la moitié de l'humanité aujourd'hui. C'est leur responsabilité de s'assurer que les personnes les moins avantagées ne payent pas le prix de cette transition. Dipesh Chakrabarty, diriez-vous que le réchauffement climatique représente le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ? C'est le cas. L'humanité n'était pas autant consciente d'elle-même dans le passé. À une époque, le nombre d'humains a même diminué jusqu'à un très petit nombre d'individus. C'est ce que les généticiens ont découvert. Aujourd'hui, on continue à être de plus en plus nombreux. Et il s'agit probablement du plus grave défi qu'on s'est nous-mêmes créé, dans la mesure où c'est un défi pour lequel l'évolution, eh bien, elle nous a pas préparés. L'évolution, elle nous a façonnés de manière à ce qu'on pense à court terme, instinctivement, pour assurer notre survie aujourd'hui, chaque jour, et affronter le jour suivant. Et c'est avec cette logique qu'aujourd'hui, à New Delhi par exemple, les gens achètent à tout va des climatiseurs qui à la longue rendent la ville encore plus chaude. L'histoire des climatiseurs, elle est très intéressante pour cela. Elle veut dire je veux vivre aujourd'hui, survivre aujourd'hui. Et cette attitude, elle nous a aidés à survivre, c'est vrai, mais elle ne nous aidera pas à aller vers l'avenir. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un problème, nous vivons un problème auquel l'évolution ne nous a absolument pas préparés. Ce qu'on doit changer, c'est notre habitude de survie. Dipesh, vous êtes historien, mais je vous invite à un petit peu de prospective pour finir. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient à un tournant majeur en matière de politique climatique et un changement spirituel aussi majeur ? Dans un vue positif, moi j'imagine un monde où chacun serait plus conscient du problème. Les gens sont plus conscients qu'il y a 20 ans, au début de ce siècle, quand le débat autour du climat a commencé. Parmi les humanistes, au sein des médias, il y avait bien plus de négationnistes sur les plateaux de radio et de télévision. Le nombre de négationnistes a diminué. Parce que de plus en plus de personnes acceptent le changement climatique à force de leur expérience ou ce qu'ils ont pu entendre, et puis c'est enseigné à l'école et à l'université. Alors dans 20 ans, je ne serai plus là, mais j'imagine un monde plus informé déjà. Quand je me rends en Inde, je me rends compte que tout le désir de la classe moyenne, c'est de plus en plus du globe. Les gens veulent voyager, veulent du confort. Ils ne pensent pas vraiment au changement climatique.
à moins qu'ils en soient forcés. Mais dans 20 ans, les gens y penseront davantage et c'est la première étape qui nous aidera à faire face. Dipesh Chakrabarty, un grand merci pour cette conversation riche et passionnante, et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Very nice to meet you, Simon. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?